Bonjour à toutes et à tous dans notre nouvelle émission, La Loi du Terrain. La Loi du Terrain initiée par l'Institut Terram et la Gazette des communes. Nous allons confronter pendant 45 minutes les points de vue du législateur, c'est-à-dire du gouvernement, mais aussi des députés, des sénateurs. Nous allons confronter ces points de vue avec ceux des acteurs de terrain, des experts. Et quoi de plus naturel pour nous que de commencer cette émission, ce cycle d'émissions avec la décentralisation. Maintes fois annoncée, maintes fois repoussée, la réforme de la décentralisation a été remise sur les fonds baptismaux par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui souhaite s'attaquer aux millefeuilles territoriales. Communes, intercommunalités, départements, régions ont tendance encore, selon le Premier ministre, à se marcher sur les pieds, d'où deux projets de loi qui vont être présentés très prochainement en Conseil des ministres. L'un portera sur la simplification administrative et l'autre sur la réforme de la décentralisation. Que pourra faire le gouvernement alors qu'il ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale, alors que le renouvellement du Sénat est annoncé dans les prochains mois, alors qu'une élection présidentielle se présage quand même à l'horizon? Ce sera la principale interrogation de cet échange. Nous avons la chance de compter parmi nous celle qui portera ces textes d'abord au Sénat, comme le veut la Constitution, Madame la ministre Françoise Gatel. Le Sénat, c'est évidemment une assemblée que vous connaissez comme votre poche. Vous connaissez aussi très bien les associations d'élus. Vous retrouverez à l'occasion de ces débats votre collègue Éric Kerrouche. Éric Kerrouche, vous êtes sénateur socialiste des Landes et vous avez aussi une autre casquette qui nous intéresse à l'Institut Terram et à la Gazette des communes, c'est celle de politologue, et vous venez de sortir à l'occasion des élections municipales le casse-tête démocratique aux éditions de l'Aube avec Martial Foucault. Vous aurez à vos côtés un autre agitateur d'idées, Jean-Christophe Fromentin. Vous êtes maire de Neuilly-sur-Seine, mais vous êtes aussi un grand amoureux de la France des bourgs, des villages, des villes moyennes. On se souvient même qu'à l'époque des Gilets jaunes, vous étiez allé sur les ronds-points. On se souvient aussi qu'à Paris Métropole, vous co-présidiez un groupe sur la redistribution fiscale, la péréquation en mauvais français, avec le regretté Claude Dillin, qui était maire de l'une des communes les plus pauvres de France, Clichy et Sous-Bois. Nous avons également parmi nous Benjamin Morel. Alors, vous êtes issu de la France des montagnes, du Massif central, et votre diagnostic est plus que jamais confirmé au lendemain des élections municipales, parce que cet avenir civique est quand même largement compromis par une abstention quand même assez forte les 15 et 22 mars dernier. Que dit cette abstention de l'état de la décentralisation en France, Benjamin Morel? Est-ce qu'il faut commencer par définir ce que c'est la décentralisation? Parce que c'est un terme qui apparaît fondamentalement relativement techno et technique, mais la décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Comment est-ce que, à travers le vote, on arrive pour les électeurs à faire et à indiquer un choix? Autrement dit, basiquement, à évaluer un projet et juger d'un bilan. Or, aujourd'hui, on a là une rupture. On a là une rupture sur laquelle on reviendra sans doute, parce que il y a peut-être une logique en effet de complexité qui nous a dépassé, qui font qu'aujourd'hui, pour les électeurs et même pour les élus, qui fait quoi, selon quelle logique, n'est plus tout à fait évident. D'où en effet les projets qui sont portés par le Premier ministre et par Madame la ministre. De l'autre côté, et ça c'est peut-être plus dur à régler, on a un problème d'espace public au niveau local. Prenez les dernières élections municipales, au fond, qui ne va pas voter? Nécessairement les jeunes, et les jeunes jusqu'à relativement tard, peut-être même jusqu'à 50 ans, parce qu'en réalité, pour beaucoup, vous avez cité mes origines, Téhéran est plus proche que Clermont-Ferrand. C'est-à-dire qu'au fond, quels sont les enjeux de ces élections locales? Est-ce qu'elles ont non? Sur quel sujet? Pour beaucoup de nos concitoyens, notamment pour les plus jeunes, c'est pas tout à fait évident. Soit ils sont branchés sur la politique nationale et ils ne votent pas parce qu'on parle peu des élections locales. Et là, il y a un sujet métropolisation. On n'a quasiment pas parlé dans les médias des élections municipales avant le premier tour. On a attendu que 95% des maires soient élus pour en discuter un peu dans l'entre-deux tours. Et de l'autre côté, quand ils vont voter aussi beaucoup pour des enjeux nationaux,
que ce soit pour des partis qui portent ces enjeux nationaux ou pour une nationalisation des enjeux. Et donc, dans ce cadre-là, on a clairement aujourd'hui une décentralisation qui est malade. Et c'est un vrai problème. Parce que, et je conclurai là-dessus, quand on fait l'origine de l'histoire républicaine, quand est-ce qu'on se dit que la décentralisation doit être un outil de la République? C'est en fait sous le Second Empire, parce que la République, on a essayé, sous la Deuxième République, ça a donné un président bonapartiste, une assemblée monarchiste, et donc le grand problème pour les républicains du Second Empire et du début de la Troisième, c'est comment est-ce qu'on forme des républicains. Il y a deux réponses à cette question. L'école, évidemment, l'émancipation par le savoir, et la commune. Parce que la commune, c'est la phrase de Jules Berny qu'on aime beaucoup citer, c'est la petite république dans la grande. Si je vois un impôt local augmenter, et derrière le produit de cet impôt, ou si je fais le choix de renoncer à cette augmentation, et que dès lors il n'y a pas de produit à la hausse de l'impôt, je fais un vrai choix démocratique. Si je fais ce choix au niveau local, dans un espace très concret, où je vois se réaliser le produit de mon impôt, dans la rénovation de l'école, etc., si je comprends ça au niveau hyper local, je peux le projeter au niveau national, et donc ensuite, lorsqu'on me dira ton impôt sur le revenu va augmenter, ça va faire un nouveau porte-avions que je ne verrai jamais, le consentement à l'impôt, le consentement à la République, peut se projeter à un niveau plus abstrait, alors que ce soit dans les grandes collectivités, régions, ou évidemment au niveau national, voire européen. Et donc, en brisant aujourd'hui cet attachement à la commune, ce sens de la décentralisation au niveau communal, on fragilise notre pacte républicain, et les chiffres de l'abstention en la matière prouvent que c'est inquiétant. Benjamin Morel, merci beaucoup pour cette introduction à nos débats. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pourquoi ça coince en fait, Pourquoi la décentralisation est en panne? L'esprit originel des lois des Fers d'il y a une quarantaine d'années a été perdu. Comment vous l'expliquez, Madame la Ministre Françoise Gatel? Je pense qu'aujourd'hui, on fait un constat qui est sans doute une des raisons de l'absenté, c'est la perte de confiance de nos concitoyens dans les élus, enfin dans l'efficacité de l'action publique. En gros, ça ne sert à rien. Et pour beaucoup de gens, le discours est assez simple. C'est le suivant, il y a beaucoup de monde à s'occuper de beaucoup de choses avec beaucoup d'argent et je ne vois pas, Benjamin le disait bien, je ne vois pas là où j'habite, là où je vis, le résultat de l'action publique. Donc il y a une sorte de désintérêt qui nous pose un énorme sujet puisque ça fragilise vraiment la démocratie. Et donc c'est ce sentiment d'inefficacité qui aujourd'hui devient extrêmement préoccupant, et donc il y a une nécessité d'efficacité de l'action publique. Alors c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup en matière d'action publique, puisque quand on pense efficacité, pour beaucoup de personnes, c'est se mettre dans un système qui ressemble beaucoup à un système économique productif de résultats. Mais je pense que c'est bien, et qu'aujourd'hui, il nous faut reprendre un peu les choses. D'abord, l'État, parce que décentraliser, c'est-à-dire donner à des collectivités des compétences, oui, mais lesquelles, comment, dans quelles conditions? Il faut d'abord, et ça ne s'est pas fait dans le cadre des réformes des lois NOTRe ou MAPTAM, on n'a jamais défini quel était le rôle et la fonction de l'État. Donc je pense qu'il faut d'abord démarrer par ça, et que l'État retrouve sa chaîne de commandement. Parce que quand vous prenez l'exemple de la santé, par exemple, on a vu pendant la période de Covid où l'État, à un niveau régalien, et c'était parfait, a fait le choix d'une généralisation de la vaccination. Donc l'État décrète à Paris que la vaccination doit être offerte à tous. Mais l'État, par le biais des autorités régionales de santé, des agences de santé qui sont sur le territoire, l'État était incapable, seul, d'organiser cette vaccination parce qu'il fallait aller au plus près des gens. Et donc ce sont les préfets qui ont travaillé avec les élus locaux. Jean-Christophe Fromentin, en quoi cette crise de la décentralisation est-elle aussi une crise de l'État, de la suradministration que vous dénoncez depuis un certain nombre d'années? Moi, il me semble que l'objectif même de la décentralisation, on a du mal à le définir. Cette France, mais cette géographie, et on l'a vu au 19e, qui porte toute une série de savoir-faire, de culture, de connaissances. Quand la machine est venue revisiter ou visiter les artisans, les agriculteurs, tous ces savoir-faire, il y a eu un effet de
levier de pollinisation et d'enrichissement de l'ensemble de la géographie française. Et c'est Braudel qui disait l'avenir d'une ville est lié à la prospérité du territoire qui l'entoure. Et donc je pense qu'on a beaucoup de mal encore, vous voyez, à définir c'est quoi finalement cette ambition. Si on décentralise de la décision, c'est très bien et on en a besoin. Si on décentralise de la fiscalité, des ressources, c'est très bien et on en a besoin. Mais au service de quoi? Au service de quelle vision de la France? Et moi, ce qui me préoccupe, c'est cette idée d'une forme de réarmement géographique. C'est redonner finalement, dans un monde global, dans un monde où les avantages comparatifs sont vraiment nécessaires dans un pays comme le nôtre, puisque la compétitivité prix, la capacité à investir, elle est plus faible par nature que des pays qui émergent et qui poussent très vite. Nous, il va falloir absolument qu'on construise une économie de plus en plus sur ce qu'on a de singulier et ce que les autres n'ont pas. Et donc, on a un sujet, vous voyez, de vision de cette géographie française, de cette carte de France, en disant il y a probablement dans chaque mètre carré, dans chaque village, quelque chose, un atout que seul ce village a au monde, qui est singulier. Et est-ce qu'on a envie de féconder, de fertiliser, de faire fructifier la somme des avantages comparatifs qui font la France? Et après, le sujet de la décentralisation, de la décision, de la fiscalité, etc., viendra. Mais il y a un prérequis éminemment politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et je trouve qu'on parle trop souvent des outils et pas assez de la fin. Vous voyez, c'est-à-dire que la fin et les moyens, c'est souvent un débat qui est confondu. On a fait trop souvent des moyens une fin, et je pense que là, en l'occurrence, la fin, c'est l'avenir d'un territoire, c'est l'avenir d'un pays, c'est l'avenir d'une géographie, c'est la réitération de ses avantages comparatifs, c'est son articulation dans la mondialisation, et que la France a des atouts indéniables, énormes, et peut-être un des pays qui en a le plus, compte tenu de notre diversité territoriale. Et si à un moment on ne pose pas comme un principe politique d'entrée de jeu l'idée que l'ensemble de la France doit être prospère, on aura beaucoup de mal à trouver les bons axes de la décentralisation. Et l'erreur peut-être dans laquelle on a été trop vite, c'est la thèse des villes-mondes. Vous voyez, moi j'ai beaucoup étudié les travaux de Saskia Sassen, qui est une universitaire américaine, qui en 90 dit, mais de toute façon il n'y a pas de sujet, la base géographique c'est la planète, et donc les entités de coordination de la planète, ce sont les villes-mondes. Et à ce moment-là, on a commencé à relativiser finalement l'atout des territoires. On n'a pas vu que finalement un pays il travaille à plusieurs échelles, l'échelle mondiale est bien entendu une échelle, mais pas que. Il y a des échelles de proximité, des échelles régionales, des échelles plus larges, et que c'est cette entièreté de la prise en compte des échelles qui fait une perspective géographique. Merci Jean-Christophe Fromentin. Éric Kerrouche, il me semble pas que Mont-de-Marsan ou Dax soient des villes-mondes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le propos de Jean-Christophe Fromentin? Est-ce que vous posez la question à l'occasion de cette réforme de la décentralisation, de la carte administrative, peut-être de l'alignement des bassins de vie sur les réalités institutionnelles? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a eu pendant longtemps une tendance à la déterritorialisation des métropoles, ou plus exactement à l'alignement des métropoles sur un niveau européen, voire sur un niveau mondial. Et ces métropoles qui luttent entre elles, ou au niveau européen ou au niveau mondial, n'ont pas forcément la même responsabilité, entre guillemets, territoriale localement, puisque l'équivalent, c'est de se mesurer à Berlin, à Hanovre. Donc il y a d'autres... Il faut faire attention au niveau territorial sur lequel on s'ajuste. Mais ce qui est certain, c'est que l'une des nécessités, c'est de faire en sorte que les libertés locales, pour le reformuler un peu différemment de ce qui vient d'être dit, les libertés locales soient assez grandes, et les moyens tout autant, pour que les innovations territoriales viennent du bas et non pas du haut, ce qui est une tendance française assez forte. La vision étatique du territoire ne capture pas le territoire dans ses filets. C'est assez paradoxal. C'est d'autant plus vrai que, et je parle pas de l'actualité, c'est qu'il n'y a plus de théorie de l'État local depuis longtemps. On peut parler de la décentralisation et du fait qu'elle a évolué depuis 40 ans. Mais ce qui est certain, c'est que dans le même temps, l'État n'a pas réussi à se repenser au niveau local, à part
sur un mode purement budgétaire. Vous avez produit un rapport il y a quelques fait, années, selon lequel, je crois, la moitié des postes avaient été supprimés dans les, on a perdu les plus délégations de 30% des territoriales de l'État. Oui, en fait, il y a une rétractation de l'État au niveau local, et dans le même temps, l'État veut continuer un rôle qu'il n'a plus les moyens d'assumer, et ça se fait au détriment des innovations territoriales. Donc on est dans une situation un peu d'entre-deux, et il faut bien entendu redéfinir la mission de l'État, et pas uniquement sur des bases budgétaires, comme ça a été le cas ces 30 dernières années. Benjamin Morel, est-ce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et la ministre ici présente, Françoise Gatel, ont les moyens de mener à bien quand même cette réforme de la décentralisation? Parce que, comme le disait Éric Kerrouche, on est quand même au milieu du gué. On a des élus qui eux-mêmes ne manifestent pas forcément un énorme allant. Ils ont connu beaucoup de stop and go, de réformes ces dernières années. Est-ce qu'on peut encore réformer l'organisation territoriale française? Alors, c'est complexe, évidemment, parce que quand vous avez une réforme territoriale, forcément, vous touchez à le fief d'un tel, la situation d'un tel, et donc c'est forcément très, très compliqué. Par ailleurs, Madame la ministre le dira mieux que moi, vous avez deux sujets qui, aujourd'hui, posent problème au gouvernement. Un, c'est le temps. Et le temps tic-tac avant les élections présidentielles. Et deuxième élément fondamental et structurel, c'est l'inexistence de majorité. Aujourd'hui, vous lancez un texte dans la machine parlementaire, vous ne savez pas trop ce qui peut en sortir. Regardez la loi la loi simplification, mais cette fois-ci en matière économique, on a quelque chose qui est difficilement assumable par le gouvernement, parce que en fait, les amendements croisés à 23h des différents groupes politiques l'ont rendu en grande partie méconnaissable. Il n'y a pas de loi qui prend plus de poids au Parlement qu'une loi sur la décentralisation en période de majorité absolue, imaginez-vous ici. Mais ça a été évoqué, et je voudrais revenir rapidement sur notamment la question de l'État, parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit et sur les métropoles et sur le manque de théorie de l'État. En fait, l'État a tout à voir avec la machine de la décentralisation. C'est-à-dire que dire que la décentralisation, c'est un affaiblissement de l'État, c'est pas comprendre le phénomène de décentralisation. Si vous n'avez pas de déconcentration qui va de pair, ça ne peut pas fonctionner. La décentralisation, ça produit des inégalités. Sauf si vous avez un système de péréquation efficace, à terme, il faudrait le repenser. Et si vous avez un État qui arrive en matière d'ingénierie, en matière d'aménagement du territoire, à conjuguer ses forces avec celles des collectivités territoriales pour créer à ce moment-là un phénomène qui est un phénomène vertueux d'initiative et d'égalité. On dit qu'il y a trop de normes dans ce pays. C'est vrai, sans doute. Mais s'il y a trop de normes, pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a plus d'État opérateur. On n'a plus d'État ingénieur. Comment l'État peut-il agir ? Il ne peut agir qu'en créant de la norme. Et cette norme-là, elle est étouffante, elle s'impose aux acteurs locaux, elle bribe leur capacité d'action. Et ces mêmes acteurs locaux, quand ils veulent agir et qu'ils ont besoin de moyens, d'instruments d'ingénierie, ils n'en trouvent plus. On dépense beaucoup plus que nos voisins européens en matière d'ingénierie publique, alors qu'on a quelque chose de fondamentalement dysfonctionnel, justement parce qu'on a aujourd'hui un État territorial qui s'est retiré, qui est fragile, des collectivités qui souvent ont du mal à assumer le rôle qui, en la matière, pourrait être le leur, mais sur lesquels elles n'ont pas les moyens. Et donc on a créé une conjonction d'impuissance, impuissance de l'État à agir dans ses missions, impuissance des collectivités à agir dans les leurs. Et là, ça rejoint la crise politique qu'évoquait Madame la Ministre tout à l'heure. Au final, on a des citoyens qui se disent à quoi bon, pourquoi, et qui n'ont plus voté. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Nous allons passer à une autre séquence et donner la parole à nos lecteurs. Donc, à vous la parole. Tel est l'intitulé de cet échange avec des lecteurs qui nous ont posé des questions assez pointues et assez profondes. Ça demandera un petit peu de temps de réponse. Je préfère vous prévenir tout de suite. Alors, c'est une question d'un cadre territorial qui n'a pas souhaité donner son nom. Alors, il n'est pas concerné par la période électorale puisqu'il est basé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et il demande « Comment expliquez-vous que les associations d'élus réclament avec force plus d'autonomie fiscale et budgétaire et que l'on assiste depuis 2010, avec l'accord des parlementaires, à une érosion continue de cette autonomie, l'État privant les collectivités de leviers fiscaux et les perfusant de dotations ?»
perfusion de dotation, je ne suis pas sûr que ce soit le terme qu'emploieraient tous les élus locaux. On pense en particulier au président du comité des finances locales, M. Léniel, qui a été battu à Issoudun, qui ne tenait pas exactement ce type de discours auprès de vous, Madame la Ministre. Est-ce que vous reconnaissez dans ce diagnostic opéré par ce cadre du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ? Alors, je reprendrai un peu ce qu'a dit Benjamin Morel tout à l'heure, mais aussi Éric Quéroux. Je pense que l'on a une obligation qui est celle de la promesse républicaine, c'est-à-dire faire que, quel que soit l'endroit où vous viviez, vous ayez effectivement le droit à être scolarisé, le droit à être soigné, le droit à un certain nombre de services, enfin ce qu'on appelle l'action publique. Et en même temps, force est de constater qu'il y a une inégalité de moyens et de capacités des territoires. Donc il faut une péréquation qui fait que l'État garantit à chaque citoyen, encore une fois, quel que soit son âge, sa catégorie socio-professionnelle ou son domicile, ce droit. Donc il faut des dotations de l'État. Ensuite, je crois qu'il y a aussi à signifier la responsabilité des collectivités locales, parce que je crois que la décentralisation dont nous parlons, elle repose sur la conviction que l'initiative locale et les synergies produisent du résultat, produisent de l'efficacité qu'il faut encourager et qu'il faut permettre aux élus locaux de réaliser aussi leur programme. On sort des élections municipales et toutes les listes ont annoncé, ont décrit des programmes d'action qui relèvent de leur liberté et du principe de libre administration. Donc il faut à la fois de la dotation qui garantisse cette égalité, et puis il faut aussi pouvoir permettre aux collectivités de lever l'impôt. Mais quand on lève l'impôt, il y a aussi de l'inégalité, puisque vous pouvez avoir des taux d'imposition très forts, mais pas de rendement. Par contre, vous avez des collectivités qui avaient des taux de pression fiscale très faibles, mais qui ont une assise de puissance qui fait que ces collectivités ont une capacité à avoir des ressources. Donc il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, et ça veut dire que la décentralisation, elle fonctionne avec deux leviers, c'est la liberté et la responsabilité, dont celle de pouvoir lever l'impôt. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir la liberté et la responsabilité en tant que maire? Si vous avez été élu pour la première fois en 2008, vous aviez la taxe professionnelle, la taxe d'habitation. Aujourd'hui, vous n'avez plus grand-chose quand même. J'ai fait un petit calcul récemment, parce que j'ai fait un recours auprès du ministre Amiel sur justement les prélèvements de l'État. Oui, pour faire la photographie, en gros, en 2008, j'ai un budget de 100 millions d'euros dont j'ai l'entièreté à disposition. Aujourd'hui, j'ai toujours un budget à peu près 100 millions d'euros, puisque j'ai plutôt rationalisé mon organisation, et j'ai des prélèvements de l'État qui atteignent 35 millions d'euros. En cumulant 4 dispositifs, 3 grandes familles de dispositifs, la péréquation FPIC, FSRIF, la loi SRU et le DILICO. Et si j'intègre l'absence de DGF, parce que j'avais 15 millions de DGF en 2008, j'ai 0 DGF depuis 3 ans. Donc, vous voyez, ça pose quand même un sujet. Ça pose 2 sujets. Ça pose un sujet d'un seuil, d'un plafonnement de nos recettes de fonctionnement. Parce qu'en fin de compte, chaque mécanisme dit à juste titre, le DILICO c'est 2%, le FPIC c'est 14%, la loi SRU c'est 7 ou 8%. Mais l'accumulation des dispositifs fait que j'ai quasiment 35% de prélèvement de l'État. Donc c'est là-dessus où je m'interroge. Vous voyez, ces mécanismes dispersés, finalement, quand vous les accumulez, vous arrivez à une situation de prélèvement qui non seulement est très forte, mais qui est surtout très erratique. C'est-à-dire que je ne sais pas d'une année sur l'autre ou d'une année sur deux quels seront finalement les éléments d'ajustement qu'il y aura sur mon budget. Et ça, on est beaucoup d'élus à le mettre en avant, c'est-à-dire cette absence de visibilité, alors qu'on a des budgets d'investissement. Oui, moi j'ai un budget d'investissement de 60 ou 70 millions d'euros par an, mais il est clair que nous, l'ajustement, on le fait sur l'épargne brute, laquelle épargne brute diminue notre autofinancement.
lequel autofinancement est décisif pour notre quantum d'investissement, y compris sur des investissements sur lesquels l'État, à juste titre, nous incite à aller, comme la transition énergétique. Donc il y a un moment, oui, l'accumulation de dispositifs montre finalement ses limites de visibilité et d'entrave à l'action publique. Parce que 35, voire 40%, si j'intègre encore quelques points, mais quelques éléments de dynamique fiscale, vous voyez, c'est insupportable. C'est-à-dire que, bon, on va dire Neuilly est riche, je l'entends souvent, mais c'est pas tant la situation de Neuilly, c'est ce côté, encore une fois, dispersé, imprévisible de la construction des mécanismes d'indexation des finances publiques nationales aux finances des collectivités locales. Et c'est très assumé. Je lisais le rapport, le point de la Cour des comptes qui est sorti la semaine dernière, je crois, sur la péréquation, qui dit en gros, il est légitime que les collectivités viennent abonder ou ajuster les finances de l'État. Alors, ça s'entend, sauf quand les finances de l'État sont elles-mêmes pas stabilisées, parce qu'il n'y a pas de raison d'indexer et de créer de l'instabilité dans les collectivités, parce qu'il y en a au niveau du budget de l'État. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui, c'est la stabilité financière et fiscale des collectivités locales. Je dirais presque, peu importe la manière dont c'est fait, mais il faut le stabiliser et donner une visibilité de long terme. Et je reviens juste sur notre discussion d'avant, sur un élément, sur une conversation que j'ai eue il y a quelques mois avec Bernard Attali, que j'ai interrogé, puisqu'il était patron de la DATAR dans les années où il y a eu un peu les lois de fer, dans les années 80. Et je lui dis quelles étaient les coulisses de la discussion. Et il me dit, les coulisses de la discussion, ça a été finalement la décentralisation va remplacer le rôle stratégique de l'État sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, la décentralisation va créer une forme d'émulation chez les élus, et cette émulation, elle va prendre le champ, finalement, de l'aménagement du territoire, puisque l'émulation sera plutôt constructive. Et il m'a dit, c'est son point de vue, et je le partage, c'était une erreur stratégique, parce qu'il faut les deux. Et il faut que l'État ait une vision d'une armature territoriale, et il faut amener la dynamique des élus avec l'émulation des projets et la démocratie locale. Mais je crois qu'on a aujourd'hui un vrai sujet de stabiliser aussi l'armature territoriale. Et vous voyez, dans mes travaux de géographie, j'ai constaté deux étiages qui, à mon avis, sont extrêmement stratégiques. C'est-à-dire que les phénomènes de déclassement, vous les avez à deux niveaux. Vous les avez quand un Français est à plus d'un quart d'heure d'une ville moyenne, qui offre une palette des services essentiels d'éducation, de santé, etc. Un quart d'heure, on voit partout en France un décrochage. Et le deuxième élément de chronotopie, c'est une ville moyenne qui a plus d'une heure et demie d'une métropole, pour autant que ce soit une métropole connectée au monde. Je ne parle pas des métropoles de 400 000 habitants qui ont le statut. Mais on voit un deuxième phénomène de déclassement. Et donc, moi, si j'avais à faire la carte de l'aménagement du territoire, je serais extrêmement vigilant là-dessus. C'est veiller à ce que tous les Français soient à un quart d'heure d'une ville moyenne, pour autant, encore une fois, qu'elle agrège des services publics de proximité, et que chaque ville moyenne soit à moins d'une heure et demie d'une métropole, pour autant que la métropole ait cette interface avec le monde. Merci Jean-Christophe Fromentin. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie économique. En économie géographique, pardon. Vous avez produit une thèse l'année dernière sur la fin des quartiers d'affaires au sens des 30 glorieuses. Éric Kerrouche, j'ai une question pour vous d'un conseiller au Césaire des Hauts-de-France, monsieur Pierre-Jean Laurence, qui demande, plutôt que les relations État-collectivité, ne serait-ce pas le moment d'interroger davantage les relations entre collectivités et les coopérations interterritoriales? On parlait beaucoup de ces sujets-là il y a 25-30 ans. On se souvient des pays, il y a eu aussi des pôles d'équilibre à l'époque des réformes de M. Hollande, si je me trompe pas, mais on a l'impression que c'est un peu en panne, ces pôles métropolitains, ces pôles d'équilibre. De manière générale, sur la décentralisation, se souvenir que on n'est plus au moment où elle a été pensée. Et si quand Defer met en place la décentralisation, il le fait avec une théorie qui s'appelle la théorie de l'onde de choc. Cette théorie, c'est tout simple, c'est que on va aller vite et fort, et que l'État tel qu'il était organisé précédemment ne pourra plus l'être de la même façon après, parce qu'il n'y aura aucun moyen de résistance à la vague de transformation qu'on met en place. Et c'est pour ça que c'est les premières lois qui sont votées en 1982, qui reviennent quand même sur un système d'organisation qui était assez naturalisé. Et j'ai pas perdu de vue la question que vous m'avez posée, parce que ça lui est directement lié. La vraie difficulté, c'est que au moment où on pense la décentralisation, on le pense dans le moule révolutionnaire,
en en tout cas en célébrant la commune avec la clause de compétence générale, en accentuant la place du département et en faisant en sorte que la région, qui était un établissement public, devienne une collectivité territoriale à un niveau plus moyen, méso, comme on va dire. Et quand on en est là, on est en porte-à-faux avec une évolution territoriale qui a été montrée dans le rapport Vivre ensemble déjà en 1976, qui dit qu'il ne faut pas revenir sur l'organisation communale française, mais qu'il y a un problème d'éparpillement communal. Et à ce moment-là, on ne pense pas le bon échelon au niveau communal de coopération possible. Il faudra attendre 10 ans pour qu'on arrive à concevoir l'idée que si on ne fusionne pas des communes, ce qui est la voie française, alors il faudra coopérer entre elles. Mais il y a un mais, et il est essentiel, c'est que pour autant que les communes, les intercommunalités françaises soient grandes, encore que, hein, il n'y en a que 13% qui ont plus de 50 communes, donc les tailles sont assez relatives. Tous les élus pensent dans leur périmètre, mais ils ne pensent pas dans l'articulation entre les périmètres. Ce qui fait que d'une certaine façon, chacun pense dans son périmètre intercommunal et il y a peu ou pas d'articulation avec la plaque intercommunale voisine, alors que dans le même temps, il y a pratiquement 73% des actifs qui font plus de 35 km par jour pour aller rejoindre leur travail et que donc les articulations, elles se font sur des plaques géographiques qui sont plus importantes que les périmètres qui sont fixés. Et si on n'arrive pas à aller dans des logiques interterritoriales de coopération, alors en fait, on bloque la croissance. J'ai l'habitude de dire que quand j'étais président d'intercommunalité, je réfléchissais dans mon périmètre pour les mobilités, mais qu'en fait, il y avait un enjeu d'articulation essentiel avec une autre plaque intercommunale qui était à côté de chez moi, mais que comme on ne discutait pas assez ensemble, la connexion se faisait pas. Et dans une société de flux, parce que nous sommes une société de flux, il faut que les territoires arrivent à s'articuler avec ces flux, ce qui n'est pas le cas actuellement et ce qui est un gros problème. Et on manque cruellement de coopération interterritoriale en France et c'est une gêne au développement de nos territoires. Merci beaucoup, Éric Kérouche. Nous allons pouvoir passer à un nouveau temps de notre échange consacré aux solutions. Alors, il y a le souhaitable et le possible. Hein. Vous l'avez rappelé, Benjamin Morel. On a des élections quand même qui approchent à grands pas. Donc, on va peut-être se concentrer sur le possible, hein, si vous en êtes d'accord. Hein, la ministre Françoise Gatel elle-même a dit que ça n'allait pas être un grand soir. Comment on peut réparer cette démocratie locale qui aujourd'hui connaît quand même un certain nombre de ratés ? Alors, il y a des difficultés en effet sur, je dirais, le calendrier et le contenu, je crois, et je l'évoquais tout à l'heure. Il ne faut pas penser non plus que les institutions font tout. Ce qui manque aujourd'hui essentiellement au niveau local, c'est un espace public local. Si, quand vous parlez avec les maires, et je crois qu'ici on le fait tous, souvent ils vous disent en fait on n'arrive pas à parler aux jeunes parce qu'en fait on parle à la PQR, mais la PQR, il n'y a pas de taux de pénétration suffisante chez les jeunes pour qu'ils sachent même. On parle beaucoup de référendums locaux, mais la plupart du temps, quand vous en faites un, la plupart des jeunes ne savent même pas qu'il existe ce référendum. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Comment est-ce qu'on arrive à structurer des espaces publics locaux pour conduire ensuite à une politisation du champ politique local ? Après, il y a des éléments qui sont également, je dirais, politique, c'est-à-dire si vous prenez les dernières élections municipales, ce qui est assez marquant, c'est une forme de volonté de dépolitisation. On parlait tout à l'heure des lois de fer. Qu'est-ce qui enfante la décentralisation à la française ? C'est le socialisme municipal. Quand vous allez en banlieue parisienne et que vous voyez une ville communiste, une ville qui fut communiste, c'est marqué dans l'architecture, dans la vision dont ont été organisés les services publics. Idem pour la droite, idem pour la gauche. Or, un maire aujourd'hui aime à se présenter comme étant un bon gestionnaire. La gestion, c'est bien, mais la politique, c'est pas de la gestion. La politique, c'est également faire un choix clair. Pour y arriver, il faut à la fois, alors profondément, changer peut-être la manière dont on pense et dont on communique sur les clivages locaux, mais il faut également des marges de manœuvre. Tout ce dont on a parlé tout à l'heure sur, par exemple, la fiscalité locale, voilà un bel enjeu. C'est-à-dire que on parle de la taxe d'habitation. Oui, c'est dysfonctionnel, c'était dysfonctionnel, et oui, en effet, il y a des sujets de péréquation. Mais quand j'ai une école à rénover, et que en face, j'ai une taxe d'habitation qui peut être augmentée. J'augmente la taxe, on rénove le jardin d'enfants, l'école. Je ne l'augmente pas,
à ce moment-là, il ne faut pas se plaindre que l'école soit dégueulasse. Et donc là, il y a un vrai choix politique. Si je suis capable de faire valoir un vrai choix politique au niveau local, eh bien, le consommateur redevient un administré qui redevient un citoyen. Or, aujourd'hui, on a cette régression du citoyen au consommateur, justement parce qu'on n'a plus qu'une approche gestionnaire au niveau local. Ça implique une relative clarification des compétences qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que dire que tout doit être extrêmement clair, oui, c'est vrai, mais prenons par exemple la clause de compétence générale qu'on a aimé détester. Madame la ministre, tout à l'heure, parlait de subsidiarité. Voilà ce qui fut l'alpha et l'oméga, au fond, d'une forme de subsidiarité, cette clause de compétence générale, qui permet bien justement d'agir au nom d'un intérêt public local. De l'autre côté, si vous avez des marges de manœuvre financières, si vous avez une relative lisibilité des bilans et des projets, vous pouvez parvenir à réénerver de la démocratie locale. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y aura dans les projets de loi de Madame la Ministre, mais clairement, simplification. On va peut-être lui poser la question. Simplification, et je ne pense pas qu'il y aura de leviers fiscaux, mais malgré tout, c'est vers là qu'il faudrait aller. Madame la Ministre, comment comptez-vous redonner des marges de manœuvre aux collectivités à travers les deux textes que vous préparez, l'un consacré à la simplification administrative, l'autre à la décentralisation? D'abord, je pense, ça a été dit, que l'enjeu, c'est aussi de refaire des Français des citoyens, c'est-à-dire le fait d'appartenir à une communauté de destin. Donc un maire, il doit avoir un projet pour son territoire. Il ne peut pas être que bon gestionnaire, parce que je pense que le bon gestionnaire ne suffit pas, pour être bon gestionnaire ne suffit pas pour être réélu. Je pense qu'un des enjeux que nous avons, c'est permettre aux élus locaux de pouvoir agir. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on leur simplifie la vie. Il y a aussi la question des moyens. Dans un contexte budgétaire que l'on connaît, qui n'est pas aisé, ça nous oblige aussi à réfléchir à l'utilité de la dépense. Donc ça nous oblige à réfléchir à la norme qui est parfois surdosée, qui paralyse, qui empêche d'agir et qui coûte cher. Donc il faut aussi... Vous la comparez à un médicament, je crois. Là. Oui, voilà, je la compare à un médicament. Quand c'est surdosé, vous êtes intoxiqué. Et quand vous êtes intoxiqué, vous n'allez pas bien, donc vous êtes condamné à l'immobilisme. Quand le médicament est bien dosé, vous retrouvez de la capacité à faire. Et ça, il faut vraiment qu'on le retrouve de manière très sérieuse. Parce qu'au-delà du fait que l'État, à la fois, veut s'occuper de tout et qu'en même temps, il s'est démembré en créant des agences dont le pilotage lui échappe. Donc, il faut qu'on retrouve cette chaîne de commandement. Je pense qu'il faut que les collectivités retrouvent la capacité à agir. Et c'est ce qu'elles demandent. Elles ne demandent pas un grand soir de décentralisation. Le chamboule tout. Elles nous disent qu'elles en ont un peu souffert. Donc il faut qu'on soit sur ce sujet. Mais je pense qu'il faut qu'on clarifie le qui fait quoi, ça c'est certain. Mais moi, je suis assez obsédée par la manière dont nous avons perdu des concitoyens avec un taux de participation aux élections municipales, enfin qui est quand même plus que problématique. Alors il est supérieur à 2020, mais 2020 c'était la Covid. Donc depuis plusieurs élections municipales, les citoyens décrochent, et c'est quand même un sujet que quelqu'un qui habite dans une commune où il est question d'école, il est question de garderie, il est question de services d'assainissement, etc., que les gens n'aillent pas voter. Ça pose un problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise aussi les choses en amenant nos concitoyens à participer, parce qu'on ne peut pas se contenter de demander aux gens de venir voter tous les 6 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, il y a cette forme d'association de nos concitoyens sur ce qui les intéresse, parce que, il faut le dire, on traite parfois nos concitoyens de consommateurs, mais surtout, chacun est enfermé dans son espace et dans sa vie personnelle. Et on nous dit, moi, j'ai pas le temps de participer à la vie collective, mais pour prendre des exemples très concrets, au moment de la crise Covid, beaucoup d'élus, ou de la crise énergétique plutôt, beaucoup d'élus ont décidé de diminuer l'éclairage public. Comment ils ont fait ? Il y a des élus qui ont organisé des balades urbaines. Ils ont proposé aux habitants de se balader le soir pour décider de l'ampleur de l'éclairage public. Et en discutant avec les citoyens, les élus ont permis aux citoyens de comprendre l'enjeu,
de comprendre que l'intérêt général faisait qu'on prenait en compte les demandes de chacun, mais qu'en même temps on les convertissait en intérêt général et collectif. Et il y a des maires qui m'ont dit qu'ils ont vu venir voter là en 2026 des gens qui ne venaient pas avant, mais que l'on avait associés par un sujet qui les intéressait. Et je crois que c'est le fond, c'est vraiment le fond de l'affaire, parce que Benjamin Morel a raison. Quelle tristesse de se dire qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui ne viennent pas voter au municipal. Et donc je crois que c'est à partir de là qu'on va aussi retrouver de l'efficacité et que les élus locaux sortent aussi d'un mode opératoire qui est de la décision entre soi. C'est de moins en moins vrai, parce que je pense que les élus locaux voient leur décision contestée s'ils ne se sont pas donné la peine d'expliquer et d'élaborer ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Et l'État doit ensuite se caler. C'est comme une architecture. L'État doit trouver sa place et s'assurer que ce qu'il prône est vraiment mis en place au dernier kilomètre. C'est pour ça que je pense que l'organisation de la déconcentration avec un préfet qui, à l'échelle du département, va être le chef d'orchestre des agences de l'ARS, de l'ADEME, de l'Agence de l'eau, c'est reprendre le pilotage et s'assurer d'une meilleure efficacité, d'un meilleur dialogue. Vous disiez que les élus n'attendaient pas un chamboule-tout, mais enfin, malgré tout, Jean-Christophe Fromentin, vous considérez que les réalités administratives ne correspondent pas forcément aux réalités vécues. Là, les 320, si je ne me trompe pas, bassins de vie que vous appelez de vos voeux, aujourd'hui, ils n'existent pas sur la carte des collectivités. Non, juste pour revenir à la discussion précédente, moi je suis assez d'accord sur cette envie de politique. Il est essentiel. L'envie de politique, il est aussi corollaire des ambitions qu'on a. Un territoire, effectivement, comme vous l'avez dit, et l'autre, où on gère, ça excite personne. Bon, le maire gère bien ou il gère mal, d'ailleurs, mais peu importe, notre vote va pas changer grand-chose. Avoir un grand projet, lancer des infrastructures, lancer des grands équipements, mais y mettre aussi un peu de... Voilà, un petit peu de fond, un petit peu de passion, un petit peu de... c'est ce qui mobilise les élus. Donc je pense que... Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour partout où on vote. Il faut donner envie aux gens d'aller voter. Et aux jeunes, s'ils sentent que la politique ne fait rien si ce n'est gérer sur le court terme, bon, finalement, ils disent ça ira avec ou sans nous. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet d'obsolescence du modèle territorial actuel, comme vous l'évoquez, et qu'il faut le repenser. Moi, ce que je voyais dans mes travaux, il y a une cyclicité aussi des phénomènes économiques qui, tous les siècles et demi, on change les modèles. Et donc, les outils de gestion publique, que ce soit l'État ou les collectivités, doivent quelque part ne pas être en résistance ou en tension par rapport à des grandes évolutions socio-économiques. Ils doivent aussi les accompagner. Et il y a un chiffre qui m'avait vraiment alerté il y a quelques années, c'est le fait que 82% de nos villes et de nos villages existaient à l'Antiquité. Et je dis ce chiffre parce qu'en fin de compte, ça dit quand même beaucoup de la résilience des territoires. C'est-à-dire que nos villes et nos villages, ils ont résisté à des modèles économiques, à des guerres, à des mutations, à des migrations, à des transformations. Pour autant, vous voyez, ce balisage de la France et ce balisage de l'Europe occidentale est extrêmement solide, il est extrêmement fort. Et l'idée, c'est finalement de réadapter cette trame au fur et à mesure que les modèles économiques mutent, que les envies et les projets de vie changent. Pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est une décentralisation de ce que j'appelle les facteurs de production. J'ai mesuré le taux de centralisation de l'épargne, de l'innovation et des talents. Et le vrai sujet, il est là. C'est pas tant la décentralisation politique. L'épargne, elle est centralisée à 80%. C'est-à-dire que quand quelqu'un, au fin fond de la Corrèze, met 100 € d'épargne, 80% vient financer finalement une économie métropolitaine. Pareil pour les talents. Les déserts médicaux, c'est une polarisation des talents
médicaux ou paramédicaux. L'innovation, regardez le débat aux États-Unis en ce moment sur l'utilité des 3000 milliards qui sont mis dans l'IA, en disant mais est-ce que l'IA c'est très bien et probablement on en aura besoin, mais c'est un outil, c'est pas une fin avec un objectif de financiarisation de l'innovation. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Et moi, je plaide pour une réallocation des facteurs de production, une meilleure décentralisation des facteurs de production, parce que ce qui fera lever nos territoires et la prospérité de nos territoires, c'est bien de pouvoir mettre un quantum d'épargne dans les territoires, de talent et d'innovation. Et notre problème de centralisation ou décentralisation, il est d'abord une surpolarisation des facteurs de production. J'en sais quelque chose, vous voyez, je suis maire de Neuilly, administrateur de la Défense. Donc je vois bien combien il y a cette surpolarisation, mais finalement cet excès de capitaux, de talents et d'innovation dans l'économie métropolitaine, elle a produit une économie financière. Et l'économie financière, elle fabrique de la croissance, plus ou moins, mais elle ne fabrique pas de la prospérité territoriale. Et je pense que là, c'est les travaux du prix Nobel d'économie 2024, hein, c'est Moglou qui a fait une corrélation entre le taux de centralisation d'une économie et la prospérité d'un pays. Et il cite à plusieurs reprises la France en disant la France, c'est l'archétype d'une centralisation qui tue la prospérité. Et je pense que ça mérite à ce qu'on étende le champ de la réflexion sur la décentralisation à ces fondamentaux qui sont des fondamentaux économiques, socio-économiques, et qui mettent à mal une théorie qui a été un peu à la mode, mais qui n'a jamais été fondée scientifiquement ces dernières années, c'est la théorie du ruissellement. C'est de dire finalement on fabrique de la croissance dans la métropole et ça ruissellera. Ça ne marche pas, si tant est qu'on personne n'a démontré que ça pourrait marcher, et qu'on doit faire du ruissellement à l'envers, hein, ce que certains appellent le ruissellement ascendant, c'est réarmer encore une fois la géographie. Comment ça marche, et finalement, les métropoles en tireront un avantage. Éric Kerrouche, est-ce que vous partagez le diagnostic de Jean-Christophe Fromentin, au-delà des clivages politiques, sur la centralisation qui tue la prospérité? Puis j'aurais une question aussi complémentaire. Le texte de Madame Gatel, vous allez l'examiner à partir du mois de juin. Comment vous mettrez votre patte sur ce texte à quelques semaines des élections sénatoriales? Ça va sans doute être un peu tendu parfois, les débats au Palais du Luxembourg. Oui, c'est une assemblée parlementaire, donc j'aurais tendance à dire que c'est fait pour ça. Hein, c'est pas très grave, mais il s'avère que sur les questions territoriales, on arrive à converger sur certains sujets. On l'a fait ensemble plusieurs fois. Après, ça va dépendre des propositions. Je peux vraiment pas vous dire. Il y a des choses sur le. Voilà, il faut voir entrer dans la discussion. Après, sur la question de la centralisation. Alors, je suis en accord avec beaucoup de sujets en général avec Benjamin Morel, mais pas sur celui qu'on va aborder, celui d'aller plus loin que la décentralisation, celui de la différenciation, pas forcément juridique d'ailleurs, mais il y a une question fondamentale, c'est que nous sommes victimes de la réussite du modèle de la construction de l'État-nation en France. Ça a bien marché pendant, on va dire, 2 siècles depuis la décentralisation, depuis la Révolution, même avant, j'aurais tendance à dire. Mais ce modèle étatique est en train d'étouffer les territoires parce que il y a toujours une condescendance de l'État vis-à-vis des territoires qui sont considérés comme pas matures ou en tout cas pas adultes. Et il y a ce fonctionnement assez asymétrique avec un État central qui nous regarde avec défiance, sinon je le disais avec condescendance. Et donc je pense qu'il faut savoir dépasser ça pour donner plus de liberté locale. Et c'est la condition pour que ça puisse fonctionner à un moment où, par ailleurs, la capacité même d'expertise de l'État a considérablement baissé par rapport à ce qu'elle a pu être il y a 40 ou 50 ans. Donc c'est aussi ouvrir un peu plus les libertés locales. Alors, on va donner de nouveau la parole au lecteur avec une question pour vous, qui est vraiment taillée pour vous, Benjamin Morel. C'est une question d'Emmanuel Fèvre, qui est directeur général des services du Conseil départemental du Doubs, et qui demande « Vous semble-t-il
semble-t-il pertinent de s'inspirer des systèmes fédéraux qui nous entourent pour améliorer la subsidiarité et la péréquation qui fonctionnent aujourd'hui très mal en France. On se souvient que vous aviez publié il y a quelques années un livre qui s'appelait La France en miettes sur la montée de l'ethno-régionalisme. Est-ce que ça pourrait fonctionner, un système fédéral, malgré tout, en France ? Si vous voulez, l'opposition État unitaire, État fédéral, c'est un beau débat de juristes. Regardez aujourd'hui l'Autriche, qui est un pays fédéral, il est plus centralisé que l'Espagne, qui est soi-disant un État unitaire. Donc en fait, le fédéralisme et le caractère unitaire d'un État, c'est quelque chose d'intéressant intellectuellement, mais c'est pas prédictif du degré de décentralisation ni d'autonomie, y compris fiscale, des collectivités territoriales. Donc si on parle de fédéralisme pour se faire plaisir, ça n'a pas réellement de sens en réalité. Ce qui est intéressant dans la question du régionalisme, de l'ethno-régionalisme et de la différenciation dont on parlait, c'est que quand vous regardez les États européens, les modèles asymétriques, en gros, tu as une identité particulière, donc je te donne des compétences particulières, sont instables. Parce que vous créez une course à l'échalote. Moi, je ne vois pas pourquoi l'Auvergne, après tout, n'aurait pas autant de compétences que la Corse ou la Bretagne, parce que ce n'est pas moins bien d'être auvergnat que d'être breton, Madame la Ministre, ou qu'être corse. Vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est ça. La demande politique est peut-être moins forte. Oui et non. C'est-à-dire, regardez par exemple le Pays de Galles. Les Gallois votent à 51% pour la devolution en 2000 et pour une version un peu limitée de l'autonomie. Mais quelques années plus tard, alors que l'Écosse a eu un statut mieux, la vie politique galloise est obsédée par un sujet, on n'est pas des sous-écossais. Et donc on veut un statut à l'écossaise. Et donc si jamais vous créez en fait un modèle différencié, vous créez une concurrence entre les identités. Et ça c'est hyper dangereux. Les modèles fédéraux old school, typiquement l'Allemagne, sont stables. En Allemagne, vous avez les compétences du Bund, vous avez les compétences des Länder et vous avez le tribunal de Karlsruhe qui arbitre entre les deux. Idem en Autriche, idem aux États-Unis. L'important, entre guillemets, c'est est-ce que mon modèle est symétrique ou asymétrique. Une fois qu'on a fait le choix d'un modèle symétrique, stable, ensuite se pose un autre débat qui est le degré de décentralisation. Et là, il y a de vrais sujets qui étaient abordés par Madame la Ministre, c'est-à-dire qu'au fond, la fiscalité locale crée des inégalités. Quel degré d'inégalité on est capable d'accepter? Si jamais on décide de le compenser, il faut poser la question de la péréquation. Notre modèle de péréquation, fondé sur les valeurs cadastrales des années 70, est devenu dysfonctionnel. Comment est-ce qu'on le remet à plat? Est-ce qu'il y a des perdants? Est-ce qu'il y a des gagnants? Donc vous voyez que le sujet là-dessus est, à mon avis, beaucoup plus complexe. Et souvent en France, on est tenu par des modes. Aujourd'hui, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, entre parenthèses, il fonctionne avec le fait que l'entité fédérale exerce la tutelle sur les entités inférieures. Donc ça impliquerait de remettre en cause le principe de non-tutelle. Et donc vous auriez, si on faisait ça au niveau régional, une tutelle des communes par les régions. Est-ce que vraiment on veut ça? Je ne suis pas sûr. De l'autre côté, il y a quelques années, Madame la Ministre, on a eu beaucoup de débats là-dessus, il y avait le sujet de la différenciation territoriale qui en fait est un mot valise. Si c'est de pouvoir déroger à la norme, il n'y a aucun système normatif nulle part dans le monde qui fonctionne sur la base de la dérogation. Donc ce n'est pas quelque chose de fonctionnel. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on veut? Si on veut plus de liberté locale, il faut plus de fiscalité locale. Il faut une capacité normative au niveau local. Je rejoins ce qui a été dit. Il faut un État qui soit peut-être moins invasif dans le champ de compétences des collectivités territoriales. On parlait de la clause de compétence générale. C'est un super outil de subsidiarité. Je crois beaucoup, en revanche, à la subsidiarité. Cet outil-là, encore faut-il avoir les moyens de le mettre en place. Et pour ça, il vous faut des ressources financières, il vous faut des capacités d'action, des capacités normatives. Progressons sur ce terrain-là, plutôt que de se payer de mots, que ce soit le fédéralisme, la différenciation ou le schmilblick qui émergera en 2027 qu'en 2032. Benjamin Morel, merci. Vous êtes, je le rappelle, membre du conseil scientifique de l'Institut Terra, mais c'est dans ce cadre-là que vous avez produit votre dernier livre aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'avoir essuyé les plâtres avec nous, Gazette des communes et Institut Terra. Et puis rendez-vous pour un nouveau débat qui sera consacré au retour de bâton ou pas en matière de transition écologique. C'est une question qui, évidemment, est cruciale pour nos collectivités territoriales. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.